Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler saga, plus précisément des sagas qui sont en cours, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai pu en lire un ou plusieurs tomes et je ne les ai toujours pas finis. Petite précision, il s'agit de sagas pour lesquelles je suis vraiment en pause depuis un moment et pour lesquelles je n'ai pas la suite dans ma pile à lire. Vous allez voir, j'ai choisi 10 sagas et je les ai classées en 3 catégories. La catégorie bof, c'est-à-dire la catégorie pour laquelle je ne suis franchement pas sûre de lire la suite, la catégorie peut-être, et enfin la catégorie c'est sûr, je vais me procurer la suite dès que j'en aurai l'occasion et je la lirai avec plaisir. Donc vous allez voir, il s'agit quasiment exclusivement de fantasy et de fantastique, pour la simple et bonne raison que c'est dans ces deux genres-là que j'ai le plus de sagas en cours. Pour tout ce qui est thriller et contemporain, en général, les sagas, je les suis assez régulièrement et je n'ai pas trop de retard, tandis qu'en fantasy et en fantastique, j'en ai beaucoup, et notamment ces 10-là. Donc pour pas que ça prenne trop longtemps, eh bien on va commencer tout de suite avec la catégorie bof. Dans cette catégorie, j'ai 3 sagas à vous présenter, et la première, ça fait un petit moment qu'elle traîne dans ma bibliothèque. Le premier tome, c'est The Last Magician de Lisa Maxwell. Ce premier tome, je l'avais lu il y a 3 ans, il me semble, et j'avais enchaîné assez rapidement sur le deuxième. J'avais adoré le premier tome, réellement, j'avais beaucoup aimé. On se trouve à New York, et ce New York est un peu particulier dans la mesure où il renferme, et je dis bien renferme, plusieurs magiciens, c'est-à-dire donc des personnes dotées de pouvoirs magiques, mais ils ne peuvent pas en sortir à cause d'un sortilège qui avait été jeté sur eux, je crois, au début du XXe siècle, quelque chose comme ça. Et donc on va suivre un groupe qui essaye de déjouer cette malédiction. Il y a également des histoires de vol, de cambriolage. J'avais beaucoup aimé les personnages, j'avais beaucoup aimé le système de magie, j'avais aussi apprécié l'aspect historique dans ce premier tome. Bref, j'avais tout aimé. Et donc quand le second tome était sorti, je m'étais jetée dessus, sauf que là, c'était parti dans tous les sens et ça m'avait complètement perdue. Le deuxième tome était beaucoup plus gros que le premier, le double, quelque chose comme ça, et surtout ça abordait plein de thématiques qui faisaient que j'avais un petit peu perdu de vue le fil conducteur de l'histoire. J'avais l'impression que l'autrice avait eu à cœur d'aborder plein de choses, ce qui en soi était pas inintéressant, sauf que tout mélanger, ça devenait trop compliqué. Elle avait notamment rajouté un gros aspect mythologique qui, moi, de prime abord, évidemment, me plaisait beaucoup, mais qui, je trouve, au final, ne convenait pas à cette saga, ou en tout cas pas de la façon dont ça avait été fait. Et donc depuis, le troisième et dernier tome est sorti et je ne me le suis toujours pas procuré. Pour tout vous dire, je ne pense pas me le procurer un jour, sauf à tomber dessus peut-être éventuellement un jour par hasard en magasin d'occasion. Mais sinon, ces deux tomes, je les garde parce que j'ai un petit peu une petite affection pour le premier. J'ai toujours l'espoir de peut-être un jour croiser le troisième. Mais si je devais vraiment faire du tri dans ma bibliothèque, je pense que ça ferait partie des premières sagas qui la quitteraient. Voilà. La deuxième saga est beaucoup plus récente dans la mesure où elle date de l'année dernière. Il s'agit de The Guinevere Deception de Kirsten White, qui est le premier tome de Camelot Rising. Oui, c'est ça. Je l'ai lu l'année dernière pendant le deuxième confinement, donc à l'hiver / printemps 2021. J'avais plutôt aimé ce premier tome et en fait, je l'avais franchement, même plus que plutôt aimé, j'avais beaucoup aimé. Et donc j'avais enchaîné tout de suite, j'avais commandé dans la foulée le deuxième tome, et donc j'avais lu les deux tomes en l'espace de peut-être une semaine ou 10 jours, quelque chose comme ça. Et sauf qu'après, c'est retombé comme un soufflet. Je me suis rendu compte que si j'avais lu les deux d'un coup, c'est parce qu'ils étaient assez courts et qu'il se passait quand même pas mal de choses. Mais je me suis rendu compte qu'en soi, c'était plein de clichés et ça renouvelait franchement pas le genre du tout. On est ici sur une réécriture, vous l'aurez compris, du mythe arthurien. On suit une jeune femme qui va être envoyée par Merlin pour se faire passer pour Guenièvre et donc protéger le roi Arthur qui serait menacé. Sauf que on se rend bien compte que c'est pas forcément pour ça qu'elle est là. Il y a toute une histoire autour de la place de la magie dans ce royaume, c'est-à-dire que Arthur, même s'il est toujours ami de Merlin, a été obligé de bannir la magie de Camelot parce qu'elle a été jugée comme trop dangereuse, et on va se retrouver au milieu de complots politiques, etc. Mais également, et c'est ça qui m'avait un petit peu fatiguée à force, d'un triangle amoureux. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit plus exactement si ça vous intéresse. Mais bref, j'avais vraiment pas passé un mauvais moment, c'est pas du tout ça, c'est juste que je me suis rendu compte que ça s'essoufflait rapidement. Pour que ça s'essouffle sur 2 tomes, clairement, c'est qu'il y a un problème. Encore une saga qui fait, je sais pas, 5-6 tomes, ça peut se comprendre. Mais là, une trilogie pour qu'au bout du deuxième tome, ça soit déjà essoufflé. Et je pense même pas que c'était le syndrome du deuxième tome, vous savez, le deuxième tome qui sert un peu à remplir les trous. Je pense même pas que c'était ça, je pense que c'est surtout que ça ne me convient
plus franchement, je suis plus la cible pour ce genre de roman. Donc là encore, si je trouve la suite un jour en occasion, et ben écoutez, pourquoi pas, parce que en soi, j'aime les réécritures du mythe arthurien, donc c'était un bon moment à passer, mais c'est pas une priorité du tout, et là encore, si j'ai besoin de faire de la place dans la bibliothèque, ça fera partie des sagas qui s'en iront en premier. On finit sur la catégorie bof, et là je sens que je vais en faire hurler pas mal. J'ai lu l'année dernière le premier tome, La Cour des Ténèbres, donc le premier tome de Vampiria de Victor Dixon, bien évidemment. C'est le premier roman de Victor Dixon que j'ai lu. Je n'ai jamais lu Phobos, ne me lancez pas des pierres. Pour tout vous dire, si je devais lire d'autres romans de Victor Dixon, je pense que je m'intéresserais d'abord à Extincta et à Cogito que à Phobos, mais ça n'engage que moi. Et celui-là m'avait clairement tapé dans l'œil dans la mesure où on était sur un roman historique fantastique. Dans ce roman, on suit une jeune fille qui vit en France. Elle vit en France et en fait, en France, ce qui se passe, c'est que depuis la fin du règne de Louis XIV, Louis XIV s'est transformé en vampire afin de rester immortel et de continuer à régner sur la France. Il s'est donc transformé en vampire en 1715 et au XXIe siècle, il est toujours un vampire, il est toujours roi de France et l'aristocratie, dans sa grande partie, s'est transformée également en vampire. C'est un petit peu devenu le passage obligé pour la noblesse et on va rencontrer une jeune fille qui va se retrouver mêlée dans les complots de la cour. C'était pas inintéressant, loin de là, mais j'avoue que l'espèce de twist final m'avait pas du tout convaincue. La plume, j'avais trouvé ça agréable, mais pas non plus transcendant, donc c'est pour ça que je vous dis que je me suis pas non plus jetée sur les autres romans de l'auteur. Je sais pas, je sais qu'il y a un tome 2, mais je ne sais pas si cette saga est finie en soi, je pense qu'il y aura un tome 3, mais en attendant, j'aurais pu me procurer le tome 2 quand j'étais en France, mais si je l'ai pas fait, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas du tout une priorité pour moi. C'était pas désagréable, mais là encore, je pense que c'est comme le livre d'avant, je ne suis plus la cible de ce genre de roman. Je ne sais pas pourquoi je continue à m'obstiner, mais en attendant, je continue à lire des pépites en young adult et surtout en jeunesse. Donc c'est pour ça que je continue quand même à m'accrocher à en lire, mais peut-être qu'il faudrait que je sois plus sélective et que je fasse plus attention aux avis, notamment qu'on peut en avoir sur les réseaux. Enfin bon, toujours est-il que c'est pas mauvais, loin de là, mais ça fait partie des... ouais, bof. On passe à la catégorie des peut-être, c'est-à-dire ceux que je serais très contente de me procurer et de pouvoir lire, mais en attendant, je ne vais pas non plus faire la démarche d'aller les acheter, et surtout pas en neuf. On commence avec une saga qui a fait énormément de bruit ces dernières années. En français, c'est L'Anti-Magicien, en anglais, c'est Spellslinger, de Sébastien de Castel, bien évidemment. À mon avis, vous connaissez cette saga, juste un petit mot pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler éventuellement. On va suivre un jeune homme qui est né dans un monde où la magie, c'est un petit peu le symbole de la force. Il est surtout né dans une famille très puissante en termes de magie, sauf que lui n'a absolument pas de magie, et donc il va se rendre compte que pour se faire accepter dans cette société et avoir une place, son seul choix, ça va être de faire semblant, c'est-à-dire de tricher, de prétendre avoir des pouvoirs magiques, alors que c'est pas du tout le cas, et il va se retrouver au cœur de machinations politiques, et surtout on va se rendre compte que il a sûrement un rôle un petit peu particulier qui expliquerait pourquoi il n'a pas de magie. Il est accompagné par la jeune femme que l'on voit ici, et Rakis, le chat-écureuil que l'on voit juste ici, qui pour moi est une des forces de cette saga, ou en tout cas de ce premier tome. Je n'ai jamais dépassé le premier tome, je sais pas pourquoi, parce qu'en soi ça avait été une très bonne lecture, j'avais trouvé ça très divertissant, très chouette, mais je pense que à force d'en avoir entendu tellement de bons retours, j'avais été un petit peu déçue, j'avais pas non plus trouvé ça exceptionnel, mais ce qui m'avait plu, c'était donc d'une part l'humour, surtout grâce à Rakis, d'autre part le système de magie et les inspirations un petit peu mythologiques qui pouvaient faire penser notamment à l'Égypte, il me semble. Je vous dis ça, ça fait plus de 2 ans que je l'ai lu, mais c'est un petit peu ça ce qui m'en reste comme souvenir. J'avais aussi beaucoup aimé la figure féminine, enfin bon, c'est une saga, même si j'ai pas fait d'effort particulièrement pour la continuer, si j'ai l'occasion de la continuer, j'en serais ravie. Et je vais peut-être laisser encore un peu retomber la hype L'Anti-Magicien, j'ai l'impression que c'est déjà le cas dans la mesure où je crois que la saga est terminée, mais je vais attendre encore un petit moment, et ensuite quand on arrêtera d'en entendre parler tout le temps, je me lancerai peut-être dedans avec plaisir.
Le deuxième livre de cette catégorie peut-être, là aussi vous allez me jeter des pierres en me disant mais c'est pas possible, on devrait tous les lire et on devrait tous se jeter dessus. Il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell. Ici on est sur un roman un petit peu particulier dans la mesure où en fait c'est un spin-off de Fangirl. Dans Fangirl on suit une jeune femme qui est à l'université et qui écrit de la fanfiction. Et donc on a ici le roman qui est en fait l'histoire qu'elle a créée dans cette fanfiction. On suit deux personnages masculins, le premier c'est Simon Snow qui est un peu une figure de sauveur, d'élu à la Harry Potter, et son nemesis, c'est-à-dire son pire ennemi, Baz, qui lui est un peu l'équivalent de Drago Malfoy, sauf qu'ils vont se retrouver forcés de collaborer. Il va y avoir également une romance qui va naître entre eux, et on va suivre leurs aventures pour détruire les forces du mal. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, mais en fait pour moi il se suffisait un petit peu à lui-même. Je sais qu'on est sur une fin qui laisse clairement pressentir d'autres tomes, et la preuve c'est qu'on en est déjà au troisième tome, mais pour moi l'histoire de ce premier tome se suffisait à elle-même, j'en avais pas forcément besoin de plus. Je serais contente de retrouver les personnages de Simon et de Baz, je serais surtout très contente de retrouver la plume de Rainbow Rowell, mais comme dans ma tête cette histoire était entre guillemets finie, ou en tout cas se suffisait à elle-même, et ben écoutez, je me suis pas précipitée sur la suite, et c'est pas nécessairement une priorité, mais là encore, si je peux me le procurer, j'en serais ravie. Et on en arrive à la troisième catégorie, c'est-à-dire la catégorie de c'est sûr, je vais me procurer la suite dès que je le pourrai, et vous allez voir que pour la plupart, ce sont clairement des romans qui sont en haut de ma wishlist. Le premier, il s'agit du tome 1 de La Voix des Oracles, donc Tia de Estelle Faye. Dans cette saga, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je l'avais lu en fait après avoir rencontré Estelle Faye, d'ailleurs je crois qu'il est dédicacé celui-là. Oui, c'est ça. Il est dédicacé. Ce qu'elle m'en avait dit m'avait réellement convaincue, et donc je m'étais procuré ce tome 1 avec plaisir. On est sur une saga qui est young adult, on est à l'époque de la Gaule, donc de la Rome antique, et on va suivre Tia. C'est la fille d'un militaire romain assez bien placé dans l'armée romaine, sauf qu'elle a des pouvoirs d'oracle et elle est un petit peu poursuivie pour ça, elle est en danger, son père aussi est en danger, et il va y avoir tout un bestiaire de créatures mythologiques. Il y a des faunes, je crois, je ne sais plus ce qu'il y a comme créatures, mais bref, il y a tout un tas de créatures. J'avais beaucoup aimé les personnages, j'avais beaucoup aimé la plume d'Estelle Faye, je crois que c'était le deuxième roman d'elle que je lisais, et c'est ce qui vraiment m'a convaincue et m'a fait apprécier cette autrice plus que Les Seigneurs de Bohême. Mais donc voilà, l'année dernière j'ai lu la suite, Enoch je crois, et donc quand je le pourrai, je me procurerai le tome 3 avec grand plaisir. C'est une saga très très chouette, certes c'est du young adult, mais vraiment faut pas s'arrêter à ça, ça se lit très bien même en tant qu'adulte, et surtout j'avais trouvé que l'aspect Gaule slash romantique changeait un petit peu d'habitude en fantastic fantasy. J'avais trouvé que c'était un décor qui se prêtait très bien à ce genre, mais qui à la fois permettait à l'autrice de faire des choses qui changent un peu d'habitude. Donc essayez, franchement ça vaut le détour. On reste dans les sagas commencées depuis longtemps, je vous présente Les Rumeurs d'Issar de Marie Caillet. Je suis ici avec le tome 1, Le Talisman perdu. J'avais lu le tome 2 quasiment dans la foulée. C'est une saga que j'aime énormément. On est ici sur une fantaisie avec une mythologie d'inspiration orientale. On a notamment des djinns dans cette histoire. J'aime beaucoup la plume de Marie Caillet, j'aime énormément l'humour dans cette saga, je m'étais beaucoup attachée au personnage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du tome 2, Marie Caillet est passée en auto-édition, ce qui en soi est vraiment très chouette, mais le problème c'est que c'est devenu un petit peu plus difficile de se procurer ces romans, surtout ici à l'étranger. Celui-là, je l'avais eu peu avant notre départ en Écosse, et en fait, depuis le tome 3 est sorti, et c'est impossible pour moi de le trouver ici. Et même quand j'étais en France, en librairie, c'était pas forcément évident. Il faudrait peut-être que je le commande sur internet et que je le fasse livrer chez ma mère pour qu'ensuite elle me l'envoie. Enfin bref, toute une affaire. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, qu'on voit plus énormément passer. Pareil, il y a un moment où il avait eu son petit succès, et maintenant j'ai trouvé que surtout le tome 3, on n'en avait pas entendu beaucoup parler, alors que c'est une super saga. Il y a énormément d'humour, mais en même temps les personnages sont très attachants, et la mythologie est construite de manière très fouillée. J'avais trouvé ça assez fou et très chouette. Ça change réellement de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire par ailleurs, et la plume est vraiment super. Donc écoutez, je sais pas ce que vous attendez, moi c'est une saga que j'aime d'amour et je vous la recommande à 1000%. Toujours dans les sagas commencées depuis longtemps, on est ici sur Natural History of Dragons de Mary Brannon. Là, on est sur une saga qui contient 6 tomes, il me semble, ou alors 5 plus un compagnon. Et moi, pour l'instant, j'en ai lu
1, 2, 3, 4. C'est une saga dont je lis à peu près un tome par an. En général, je les lis au moment du mois de la fantaisie à peu près. On est ici sur une saga un petit peu particulière dans la mesure où certes c'est de la fantaisie, mais en fait il faut pas voir ça du tout comme de la fantaisie épique avec des aventures ou quoi que ce soit. On est vraiment sur ce qu'annonce le titre, c'est-à-dire des journaux, des récits de voyages qui se centrent autour des dragons et de leur biologie, de leur vie, de leurs conditions de reproduction, etc. Dans chaque tome, en fait, on va suivre Lady Trent, qui vit dans une société qui serait l'équivalent de l'Angleterre victorienne, et dans laquelle il est très mal vu qu'une femme, d'une part, travaille, et de deux, soit scientifique, sauf qu'elle, elle a toujours rêvé d'être biologiste, elle arrive à devenir biologiste par le biais de son mari, qui lui était noble, et qui donc lui a permis d'accéder à des moyens, et surtout qui tolérait le fait que sa femme fasse des recherches. Et donc dans chaque tome, on la suit dans un voyage, et on la suit également dans l'évolution de sa vie personnelle. Vous attendez pas du tout à quelque chose qui soit rempli de rebondissements, de combats, etc. Non, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de combat avec les dragons, par exemple. Les dragons sont vraiment traités comme des animaux comme les autres. C'est-à-dire que dans ces livres, on pourrait être en train d'étudier, je ne sais pas, les lions ou les dauphins, ça serait pareil. Simplement, l'autrice a choisi de traiter des dragons, et elle le fait très très bien. Il y a des choses très originales, j'ai trouvé ça très chouette, et surtout très fouillé. Mais voilà, on est plutôt sur des récits tranches de vie. Certes, il y a des péripéties, il peut arriver que les personnages tombent malades, ou se blessent, ou se perdent, ce genre de choses, mais c'est pas non plus quelque chose de... c'est pas rempli d'action, mais moi j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup le personnage de Lady Trent, j'aime aussi beaucoup les personnages secondaires, j'adore la plume de Mary Brannon, je sais que au moins le tome 1 et 2 ont été traduits, il me semble le tome 1 c'est sûr, le reste à vérifier, parce que clairement par contre c'est pas pour les débutants en anglais à ne lire que si vous avez l'habitude de lire en VO, même si vous avez juste des bonnes bases en anglais, à mon avis ça ne suffira pas, parce qu'on est sur un style qui est censé imiter des journaux de l'époque victorienne, avec en plus des notions scientifiques, donc si vous vous sentez pas, peut-être essayez en français et vous verrez déjà si vous appréciez l'histoire avant de vous lancer en anglais. C'est une saga dont on avait un petit peu entendu parler au moment de sa traduction il y a quelques années, mais honnêtement je trouve qu'on n'en entend clairement pas assez parler, alors que c'est quelque chose de hyper original et de très très sympa. Donc si vous avez envie de fantasy mais qui soit pas non plus de la high fantasy et qui soit pas rempli d'action, et ben écoutez, ça peut vous plaire, et c'est vraiment très très chouette, j'adore ces romans, et pour ne rien gâcher, ils sont illustrés, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais il y en a quelques-unes, ce sont en général des croquis, je vous dis ça, je vais pas en trouver. Hop, voilà par exemple. Des croquis comme ça qui font clairement penser à des croquis de revues scientifiques, mais bref, c'est une saga de grande qualité, et moi je suis très contente de pouvoir lire le 5e tome cette année. Ça sera sûrement au moment du mois de la fantaisie, je me le procurerai un petit peu avant, mais en général ça fait partie des premiers romans que je lis au mois de la fantaisie, pour être honnête avec vous. On en arrive à la fin de cette sélection avec les deux derniers romans. On reste toujours sur les romans que j'ai découverts grâce au mois de la fantaisie. Lui je l'ai découvert l'année dernière, il s'agit de Calam, le tome 1, les deux visages de Paul Beorn. On est ici sur une saga en 2 tomes, donc j'en ai lu la moitié. Wouhou. L'année dernière, j'avais lu celui-ci suite à tous les retours dithyrambiques qu'on a pu en avoir ces dernières années. Et effectivement, ça avait été une très très bonne lecture pour moi, mais une lecture un petit peu laborieuse, parce qu'en fait, j'avais emmené ce livre en vacances. Et le problème, c'est que c'était nos premières vacances en Écosse après le 2e confinement. Et donc j'avais envie de profiter, j'avais pas envie de passer mon temps à lire. On était en van, on avait fait un road trip, et clairement, j'avais pas envie de passer mon temps dans le lit du van à bouquiner au lieu d'être dehors à me balader et à prendre l'air. Donc j'ai traîné ce livre pendant, je crois, plus de 10 jours, alors qu'il est assez court, ce qui fait que j'en ai un souvenir un peu mitigé, mais quand je prends du recul, je me rends compte que c'était vraiment une excellente lecture. C'est un récit un petit peu particulier, on va suivre un homme qui en fait va se charger d'interroger une jeune femme qui a été arrêtée, et cette jeune femme faisait partie en fait d'un mouvement révolutionnaire visant à renverser le roi de ce monde, de ce royaume. Et surtout, il a choisi de l'interroger elle, parce que d'une part, elle semble être un peu spéciale, et d'autre part, elle était très proche du leader de ce mouvement qui, lui, a vraiment une histoire très particulière. Et donc on va suivre d'une part l'histoire de la jeune fille, et d'autre part l'histoire du leader du mouvement. J'avais vraiment beaucoup aimé cette espèce de double récit enchâssé. J'avais énormément apprécié la plume de Paul Beorn, et je m'étais beaucoup attachée au personnage de la jeune fille. Donc je sais que ça y est, le tome 2 est sorti en poche, donc je pense que soit
soit je demanderai à ma maman de me l'envoyer dans un prochain colis, soit je me le procurerai sur l'Ireka. L'Ireka, si vous connaissez pas et que vous êtes à l'étranger, c'est super intéressant, c'est une librairie francophone en ligne qui expédie partout dans le monde gratuitement, donc je trouve ça super chouette. J'avais déjà essayé pour les Rumeurs d'Issar, mais comme je vous le dis, comme c'est un roman auto-édité, très difficile de se le procurer, et effectivement ils l'ont pas sur l'Ireka, mais un Paul Béarn, je pense que je le trouverai sans souci. Donc celui-là, je me fais une joie de pouvoir continuer, sûrement au mois de la fantaisie là encore. Et on finit avec le dernier roman de cette sélection et dont la suite fera à mon avis partie également du mois de la fantasy. J'ai lu l'année dernière The Final Empire de Brandon Sanderson. On est donc ici sur le premier tome de la saga Mistborn. En français, cette saga a été traduite sous le titre Fils des Brumes. Je l'ai lu donc l'année dernière au mois de mai, vous l'aurez compris. J'avais adoré cette lecture, même si c'est quand même un beau petit pavé et que c'est pas forcément un système de magie, une mythologie très facile de premier abord, mais j'avais beaucoup aimé. On est ici dans un monde divisé en deux, entre d'une part la noblesse avec au sommet le Lord Ruler, donc un petit peu le souverain suprême, et en dessous les Skaa, c'est-à-dire les esclaves. Et la particularité de ce monde, c'est que tout est recouvert de brume et que les gens ne peuvent pas sortir la nuit à cause des brumes. Je vous laisserai découvrir pourquoi si ça vous intéresse. Et il y a certaines personnes qui sont dotées de magie et qui peuvent contrôler les métaux. Ça leur permet entre autres de se déplacer en volant, en contrôlant ces métaux. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, d'une part parce que j'ai pas envie de vous spoiler, et d'autre part parce que c'est une histoire assez complexe, avec pas mal d'enjeux. J'avais beaucoup aimé cette histoire, c'était pas la première fois que je lisais du Brandon Sanderson, mais clairement ça a confirmé le fait que c'est un auteur que j'aime beaucoup, et je m'étais surtout beaucoup attachée au personnage. Donc encore une fois, comme les deux précédents, je pense que je me procurerai la suite pour le mois de la fantasy cette année, et je le dirai avec plaisir. C'est vraiment une super saga. Pour le coup, je sais que celle-là on en entend énormément parler et que ça a été traduit, donc je pense pas que j'ai besoin de vous en dire plus. Donc voilà, écoutez, c'en est tout pour moi et cette sélection de 10 sagas que j'ai en cours et que je n'ai toujours pas terminé. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos sagas en cours à vous, et surtout n'hésitez pas à me dire quelles sont les sagas dans cette sélection qui selon vous devraient être lues rapidement, et notamment si parmi les sagas bof ou peut-être, est-ce qu'il y en a certaines que je devrais absolument lire, ou est-ce que oui, je peux me permettre de passer à côté et de les laisser traîner, ou carrément de m'en séparer. Donc je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement sur YouTube. Pensez également à vous abonner si c'est pas déjà fait, ou éventuellement à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!